Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre table web, une table ronde, une table web, bien sûr, on en perd notre latin. On est habitué maintenant de se voir via Zoom avec mes invités. On est le 22 juillet aujourd'hui et j'ai comme invité Francis, le député fédéral de Glengarry Prescott Russell. Francis Drouin, merci Francis d'avoir accepté l'invitation. Comment allez-vous? Vous êtes en vacances là? Oui, j'ai pris quelques journées de vacances avec ma conjointe. On est venu voir mes beaux-parents et en même temps, ça leur permet de passer un peu de temps avec notre petit garçon. Donc, je serais menteur si je dirais pas, on a pris quelques journées pour ma femme et moi afin de célébrer notre 2e anniversaire de mariage. Ah, félicitations! Oui, c'est ça. Donc, ça fait un peu du bien, mais avec la technologie maintenant, on peut se permettre d'être n'importe où. Oui, mais c'est gentil d'avoir accepté en pleine vacances là, de participer à la table ronde. Je ferais pas ça pour tout le monde, mais pour toi, Annie, ça passe. Mon Dieu, c'est tellement gentil. Merci, Francis. Francis, je voulais parler justement avant que je parte en vacances puis qu'on arrête pour quelque temps la table ronde pour 2 semaines. Tu vas être dans Prescott Russell la semaine prochaine, le 28 juillet. Tu vas venir faire un tour. Un tour de quoi? Est-ce que tu vas faire plusieurs municipalités? Oui, absolument. Donc, c'est un peu le concept que moi et mon bureau, on est venu parce qu'on n'a pas d'événement cet été. Donc, normalement, j'aurais la chance de jaser avec plusieurs personnes, voir comment ça va sur le terrain. C'est certain que je fais quand même le tour des entreprises l'été quand on siège pas. Mais là, le point, c'est juste d'aller parler aux entrepreneurs, aller parler avec des entreprises sociales, les municipalités, juste voir comment ça va, comment ils gèrent la COVID. Ouais. Faut rappeler que j'ai parlé avec plusieurs personnes au mois d'avril, puis on était tous en mode un peu fermeture, l'économie ne bouge pas. Là, maintenant que l'économie est réouverte en quelques parties, mais c'est important pour moi de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que ça va avoir besoin d'aide à un autre endroit? Parce que là, on parle de la relance économique, puis c'est un peu ça là, que j'ai besoin de ce feedback-là. Puis en même temps, les êtres humains, c'est des bêtes sociales, fait qu'on aime ça aller voir... moi, je suis une bête sociale, je me dis ça, fait que j'aime ça aller voir jaser les gens. Bien sûr, avec le port du masque, puis la distanciation physique. Au début de l'émission, je t'ai vouvoyé, mais là, je te tutoie. C'est vrai que ça fait longtemps. Je me suis enfargé, puis ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Donc, tu vas faire... Est-ce que tu peux nous dire quelle municipalité tu vas faire? Je vais toutes les faire. Donc, je représente 9 municipalités. J'ai eu la chance d'être à Embrun-Russell un peu. Puis, encore là, je vais devoir le refaire parce que j'ai pas eu la chance d'aller parler avec tous les gens. J'étais à Champlain la semaine passée, puis à Alexandria aussi. OK. Mais là, cet été, là, je vais faire Clarence-Rockland, qui est une municipalité qui est plus grande quand même. Donc, c'est certain que je passe. Une journée, c'est pas assez. À quelle heure? Est-ce que tu connais l'heure à laquelle tu vas être ici à Clarence-Rockland? Sais-tu quoi? J'ai aucune idée parce que j'ai pas vérifié mon agenda, mais je sais que c'est la semaine prochaine. Donc, oui, le 28 juillet. À quel endroit? C'est ça. À l'Arena de la Marque? Je sais qu'il reste certaines entreprises à confirmer, là, mais par exemple, je vais aller visiter la maison Tucker, qui normalement recevra plusieurs du tourisme ou même la communauté. Donc, comment est-ce qu'ils font, eux, pour opérer à Rockland maintenant, étant donné toutes les mesures de santé qui ont été mises en place? Est-ce que ça, c'est des questions que je dois leur poser? Qu'est-ce qu'ils ont fait là, en termes de programmation? C'est la même chose avec la banque alimentaire. Je sais que ça, c'est confirmé. Je vais les rencontrer, juste savoir... Avec Nicole Gaulle. Oui, exactement. Nicole Gaulle. Donc, ça, c'est quand même... Je sais que normalement, toutes les charités qui se fient sur les dons. Les dons, évidemment, eux aussi ont mal parce que l'économie va pas aussi bien. Les gens n'ont pas autant d'argent à disperser un peu partout. Donc, les charités, est-ce qu'ils sont en mode survie? Est-ce qu'ils sont très occupés? Je sais que les banques alimentaires, en général, ont été très occupées. Donc, c'est pour ça que je veux jaser avec les bénévoles. Comment est-ce qu'eux, ils font avec toutes ces pratiques de distanciation physique-là? Les banques alimentaires reçoivent des subventions du fédéral? Mais on l'a fait à travers Centraide Canada. Et Centraide Canada a dispersé les fonds à travers
les Centraides Est-Ontario, par exemple. Okay. Puis même, je pense qu'il y avait un autre organisme qu'on a fait affaire aussi avec. C'est parce que le fédéral n'a tout simplement pas une base de données qui existe pour savoir où sont toutes les œuvres de charité, même s'il y a un rapport qui est fait avec Revenu Canada. Les autres départements n'ont pas accès à ces données-là parce que l'accès à la vie privée, dans le fait, pour faire attention à la manutention de données. Donc, il n'existe pas en quelque part une grosse base de données, là. Donc, c'est pour ça qu'on devait faire affaire avec des organismes qui sont sur le terrain. C'est plus facile à disperser les fonds directement aux organismes qui en avaient besoin. Est-ce que tu vas te promener à Hawkesbury puis à Embrun? Absolument. Puis même, ça, c'est à chaque été, COVID, pas COVID. Je vais faire un tour sur les fermes, voir comment est-ce que ça va, là, eux, avec juste leurs employés. On le sait qu'au début, là, du mois d'avril, mois de mai, c'était toute la question des travailleurs étrangers. Oui. Parce que les récoltes, c'est important. Oui. On sait que l'été, normalement, on consomme des produits canadiens, mais lorsque l'hiver arrive, c'est tous des produits qui sont majoritairement importés. Puis il y en a quelques-uns encore au Canada, mais c'est parce qu'on est un pays qui a un hiver, hein, on ne peut pas s'en cacher. Donc, je le sais, je veux juste aller voir, là, s'assurer que les programmes ont répondu aux demandes des agriculteurs parce que la récolte, ça passe quand même assez vite quand ça vient. Donc, tu vas leur poser des questions sur quels effets a eu la COVID-19 sur leur entreprise. Vas-tu rencontrer la Chambre de commerce parce que tu vas parler avec eux de leurs membres? Je vois sur ton parcours. Probablement. La Chambre de commerce de Clarence-Rocklin, excuse. Oui, puis j'ai eu un bon rapport. Je sais que la Chambre de commerce de Clarence-Rocklin a fait plusieurs mises à jour d'informations dont j'ai fait partie à plusieurs reprises dans les derniers mois. Et ça, je tiens à remercier toute la communauté d'affaires qui m'a donné du bon feedback. Puis je sais que souvent, on n'a pas pu se tourner sur un dixième pour faire modifier les critères, mais quand même, à cause de ce feedback-là, on a quand même eu la chance de modifier certains programmes. Puis ça n'aurait pas été possible si ce n'était pas de la Chambre de commerce, que ce soit à Rocklin, à Prescott Russell ou même à Hawkesbury. Je pense j'ai eu un bon rapport. Puis eux, ils ont fait leur travail aussi à s'assurer d'aller chercher cette information-là. Oui, donc je les remercie. Ben oui, tu peux pas tout faire tout seul. C'est ça. Dis-moi, le rôle du gouvernement fédéral dans la reprise économique de la région, quel est-il? En gros, ben pas en gros, non, en détail. Ben, écoute, à part d'aller visiter les commerçants, tout ça, mais... C'est ça. On a un rôle je dirais, de financement, de partenariat avec les entreprises. La SDCPR, le groupe dont John Candy est le directeur général, a lui-même dû refaire plusieurs prêts avec certaines entreprises parce que du jour au lendemain, leur demande a tombé. Ensuite de ça, on a fait du financement en travers encore la SDCPR pour aider, je pense que c'est jusqu'à 20 000 $, les coûts reliés à la COVID-19. Donc, on peut penser acheter des gants, des masques protecteurs, des visières, etc., etc. Eux offrent certaines subventions à travers la SDCPR. Puis, pour les plus gros prêts, pour les gens à travers, même, il y avait le fameux 40 000 qu'on a entendu parler. Oui, le 40 000, oui. C'est ça. Donc, on passait à travers soit les banques ou les institutions comme la Caisse des Jardins, par exemple, les coops, parce que, encore là, le gouvernement fédéral n'avait pas la capacité d'aller faire, d'analyser tous ces prêts financiers-là. Et pour ceux et celles qui, malheureusement, ne qualifieraient pas pour les prêts à travers la banque, il y avait toujours FedDev Ontario, ce qu'on appelle, donc il pouvait faire application là pour des plus grands prêts si jamais il avait besoin. Donc encore là, le but de toute cette relance économique-là, c'était de bâtir un pont jusqu'à temps que l'économie reprenne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ta circonscription qui ont fait appel qui t'ont appelé directement ou qui ont appelé ton bureau de circonscription? Maintenant, c'est juste à Hawkesbury, je pense, hein? J'ai Hawkesbury, Rocklin. Oui, mais Rocklin, Lynn n'est pas là, là.
Non, Lynn, elle travaille à partir de Hawkesbury, mais elle vient faire un tour, puis on va ouvrir, encore là, moi-même, je dois m'assurer que les employés sont en toute sécurité, puis les résidents et résidentes qui viennent les visiter, eux aussi se trouvent en sécurité. Donc, on est en train de faire là, des petites modifications, puis soit la semaine prochaine ou la semaine d'après, là, au mois d'août, on va être ouvert au public à temps plein. Ah. Pour Rockland et Hawkesbury, puis celui à Alexandria, parce qu'on travaille avec d'autres personnes. Il faut faire attention, là, mais on planifie d'ouvrir au public à temps plein d'ici quelques semaines. Au mois d'août. Est-ce qu'il y a des commerçants, des agriculteurs ou des entrepreneurs qui t'ont appelé toi directement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ton numéro de cellulaire, ou qui ont communiqué avec tes bureaux, justement, de circonscription, pour crier leur désespoir? Absolument, absolument. Écoute, j'ai parlé avec, je te dirais, les 3 premières semaines, même le premier mois et demi, j'ai parlé avec plusieurs entreprises, j'ai parlé avec des firmes comptables qui... ça, j'aime parler avec les firmes comptables parce que c'est eux aussi qui ont l'expertise quand il y a des nouveaux programmes. C'est eux qui coachent certains entrepreneurs, les entreprises dans notre région. Donc, je leur dis souvent, c'est qui votre comptable? Puis je les appelle. Puis on se trouvait à faire des appels conférences les 3. Donc, souvent, c'est la modification de programme. Puis oui, il y en a, je pense au secteur de la restauration, ceux et celles qui sont attachés à tout l'événementiel, donc les festivals, les mariages. Pour ceux et celles qui louent des tentes, là, du jour au lendemain, t'as fini l'entreprise. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé? Bien, ils ont fermé temporairement. Là, est-ce qu'ils vont vouloir réouvrir après ça? Je pense que c'est un peu d'incertitude pour eux parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air l'année prochaine. Parce que c'est dur sur leurs finances, là. On parle pas, c'est pas le gouvernement fédéral ni provincial, ce sont des petites entreprises. Vas-y. Puis ça, c'est quelque chose qui porte à matière à réflexion si on peut venir en aide à ce secteur-là. Et je dis toujours être partenaire, ça prend aussi les gouvernements provinciaux et municipaux dans leur propre juridiction, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais je pense que c'est important parce que sinon, on ne veut pas voir ce genre d'entreprise partir parce que l'ancienne entreprise, c'est très difficile. Puis ça affecte l'économie locale ou du comté, là, tu sais. Absolument. Mais là-dedans, par exemple, je dirais, Annie, aussi, j'ai vu des gens se tourner sur un scène puis pas profiter de l'occasion, mais de dire, écoute, si je continue comme ça, je vais tomber, j'existe plus, donc il faut que je fasse un pivot. Puis c'est l'esprit entrepreneurial que je vois à travers eux. Mais ça, c'est tellement motivant de voir des gens qui m'appellent et disent, écoute, Francis, là, ça va pas bien, mes revenus ont tombé j'avais 100% de mon chiffre d'affaires a tombé. Puis il y en a qui se sont repositionnés, qui ont foncé direct dedans, puis là, ils connaissent des opportunités de croissance. Ça, je trouve ça admirable de leur part. Ça a marché, oui. Exactement. Ça a marché. Bien, justement, pour ceux qui sont moins chanceux, ça fait quoi pour le gouvernement? Ça touche en quoi le développement de l'économie? Mais ça, c'est une autre question. On le sait que c'est pas tout le monde qui va pouvoir revenir, malheureusement, même avec tous les programmes, parce que si on est à 1 an ou 2 ans du vaccin, on peut penser que les grands événements, est-ce qu'on va pouvoir les avoir avec à coût de 200, 300, 400, 500 personnes? Est-ce que ça va se faire dans un futur rapproché? Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre. Mais non, parce que je peux pas répondre aujourd'hui. On peut avoir une deuxième vague, alors ça va être dramatique si on a une deuxième vague. Là. C'est ça. Fait que je suis extrêmement inquiet pour les festivals qu'on a dans notre région. On parle des foires agricoles qui ça fait 100 ans et même 200 ans qui existent dans notre région. Je ne voudrais pas les voir tomber. Je pense que la majorité sont corrects pour cette année, mais quand même, il faut penser que tous les événements qui se passent jusqu'au festival même ou à la foire agricole, souvent il y a des événements de levée de fonds qui font avant au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Là, la foire agricole va avoir lieu au mois de septembre, peu importe, mais tout ça, ils n'ont pas pu faire ça. Fait qu'il y a un gros manque de revenus. Puis ça, c'est quelque chose que je milite pour en ce moment, savoir est-ce que le fédéral puis la provinciale peut venir en aide à notre secteur de festival, parce que on le sait, il y a des extrêmement bonnes retombées économiques dans notre région quand ça nous foire au festival, que ce soit le Festival de la Rivière. Il y a beaucoup de gens qui viennent.
Puis, je pense que c'est bon pour l'économie. Donc, le secteur du tourisme va pouvoir l'appuyer d'une façon ou d'une autre. La meilleure façon de le faire, je ne le sais pas encore, mais je pense que c'est ça mes conversations que je vais avoir avec les gens dans un futur proche. Puis en tant que député, c'est ton deuxième terme. Oui. C'est la première fois qu'on fait face à une pandémie. C'est la première fois que tu fais face à autant de difficultés. C'est un bon exercice pour toi? Oui, puis je tiens à saluer mon adjoint Vincent qui a commencé avec moi au mois de février. Tu as été dans cet emploi-là. Annie, tu sais c'est quoi? C'est comme le lancer, là, on dit toujours ça là, dans le creux, puis il va nager, puis il n'y a jamais comme... Personne ne nous dit qu'il va y avoir une crise à un moment donné. C'est la même conversation que j'avais avec les entrepreneurs. Ton aviseur financier t'a pas dit qu'il t'a pas avoir une pandémie, puis que tu mettes 50% de tes revenus de côté juste pour gérer la crise. Ouais. Puis personne, tu sais, je veux dire, on en parlait, puis si on regarde là, les pandémies ou les mini-pandémies d'avant, genre que ce soit SARS ou H1N1, ça a toujours restreint à un endroit, jamais qu'on disait, bah, ça ne viendra jamais au Canada, ça, il y avait quelques cas, mais là, ça a vraiment explosé partout à travers le monde. Ouais. Puis, ça, c'est une matière à réflexion aussi. Est-ce qu'on doit être mieux préparé dans le futur? Est-ce qu'on doit réagir plus rapidement? Puis, c'est quand même... le fédéral n'a pas la responsabilité de fermer l'économie, les magasins, tout ça, mais tous les premiers ministres provinciaux, se gratter la tête et dire, OK, je ferme tout, là. Demain matin, je pèse sur le bouton puis je ferme tout. C'est quand même une grosse décision qui doit être faite parce que les répercussions à ça, c'est des vies qui vont être potentiellement ruinées dues à l'économie qui tombe. Mais les autorités de la santé, je pense qu'ils ont fait un très bon travail. Le Dr Paul, au niveau local, a fait... Paul Romier-Otis, oui, du BSEO. Oui, je pense qu'il a fait un très bon travail de communiquer l'information, puis de garder ça à la science. Puis même moi et Mme Simard, à un moment donné, on avait fait une espèce de town hall par téléphone, puis on avait invité le Dr Paul, puis il a communiqué l'information à point. Et je pense que c'est important pour la population d'entendre ce message-là, que voici ce qu'on fait. Puis non, j'ai pas lu un article ou deux articles, ça fait 15 ans que je travaille là-dedans. C'est plaisant comme politicien d'entendre ces gens-là, l'expertise ressortir de ça, parce que comme je dis, c'est rare que la population entend parler de leur chef médical, hygiéniste ou peu importe. C'est vrai, c'est vrai. Autre que dans le temps de la saison de la grippe, qu'on dit allez vous faire vacciner. Mais autre que ça, c'est rare. Je pense que l'interaction entre les docteurs et la population est aussi fréquente qu'elle l'a été depuis les derniers mois. Pour terminer avec la COVID, on va passer sur deux petits sujets pour terminer l'émission. Oui. Mais j'aimerais ça te demander, parler de la frontière terrestre États-Unis-Canada qui devrait rester fermée jusqu'au 21 août, si je ne m'abuse. C'est ça. Est-ce que tu penses que ça va être prolongé? Est-ce que tu penses que ça devrait rester toute l'année ou au moins jusqu'au mois de décembre? Est-ce que tu crois qu'on devrait l'ouvrir après le 21 août? Probablement pas. Après le 21 août. Puis ça, c'est toujours négocié avec les États-Unis, mais on peut voir ce qui se passe dans les États. Dans le Sud, c'est pas une bonne chose, qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense qu'on ne voudrait pas risquer un risque de propagation encore plus élevé. Mais ça, toutes ces décisions-là vont être faites en collaboration avec les autorités en santé publique qui vont nous dire, regarde, si le risque est trop élevé, je ne crois pas qu'on va réouvrir les frontières. Par contre, on va devoir penser une façon de vivre avec la COVID-19. Et s'il n'y a pas de vaccin d'ici encore 1 an ou 2 ans, bien, comment est-ce qu'on va faire implémenter ces mesures-là à la frontière? Parce que je ne crois pas qu'ils vont rester fermés pour tout le temps. Mais si c'est pour des raisons commerciales, qui sont déjà, il y a des gens qui doivent voyager pour le commerce, est-ce qu'on peut leur donner un passeport illimité d'une certaine façon s'ils sont testés d'avance? Puis ça, je pense que c'est une conversation qui va avoir lieu. Puis, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je peux penser justement que ce soit le ministre des Transports ou le ministre de la Sécurité publique, je pense à un moment donné, si on fait la réouverture, est-ce qu'on va quand même requérir aux gens de rester à la maison 14 jours ou est-ce que les mesures de santé, étant donné que l'économie réouvre de plus en plus, puis si on est capable de garder le taux d'hospitalisation quand même relativement bas, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Puis ça, c'est une question qui est importante, mais je te dirais,
la majorité des gens, je reçois beaucoup de courriels, la population n'est pas prête encore que les frontières ouvrent, parce qu'on le voit, puis question purement scientifique, puis basée sur la santé publique, c'est pas une bonne idée. OK, parfait, merci. On s'en va avec 2 dernières questions, rapidement celle-là. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec les produits. Il y a des produits toxiques qui sont déversés dans la rivière Chuck, qui, elle, se déversent dans la rivière des Outaouais. On parle ici de radioactivité. Qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là? Écoute, ça, si tu es au courant, là, bien sûr. Oui, je suis au courant, puis les déversements, il n'y a pas de déversement qui est fait, là. Ce que c'est fait, c'est géré. Donc, il y a une proposition qui a été faite il y a 2-3 ans pour accepter ce qu'on appelle des déchets nucléaires. Mais il faut rappeler que c'était pour augmenter la capacité, si je ne me trompe pas, de 5 à Chalk River, là, ce qu'il appelait là-bas. J'ai suivi le dossier quand même assez près. On a la santé publique, encore là, je le rappelle, va toujours être maintenue. C'est la priorité numéro 1. Mais je ne crois pas que parce que soudainement ce projet-là sera accepté, qu'il va y avoir plein de déchets nucléaires qui vont s'en aller dans la rivière d'Ottawa, parce que déjà 95% des déchets nucléaires sont déjà là. Donc, s'il y a des déchets nucléaires qui avaient la matière d'avoir lieu maintenant, on le saurait déjà. Mais il y en a déjà eu. Oui, dans le passé, dans le passé, c'est ça. Parce que mon frère, qui est ingénieur nucléaire, m'avait dit, Annie, dans le lac Saint-Jean, dans le Saint-Laurent, il y a vraiment des parties où il y a du nucléaire, là. C'est ça. Et à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, là. Oui, puis ça vient avec les années aussi. Les lois ont changé, les lois environnementales ont changé, sont plus strictes. Laisser, par exemple, je pense toujours au fameux dossier à Hawkesbury, la CIP, laisser des grands trous noirs pleins de déchets qui est nocif pour l'environnement, ça ne se fait plus aujourd'hui. Ouais. Sinon, les pénalités sont... souvent, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est les décisions qui ont été prises là, 30-40 ans passés. Ouais. Et c'est nous, le public, qui doit payer pour avoir des technologies qui vont tout laver ça. Là. Puis ça, on l'a vécu à Hawkesbury, on le vit sur plusieurs autres communautés similaires à les nôtres. Donc, je pense que l'important, c'est de suivre la science dans ce dossier-là et de s'assurer que si oui ou non ils vont de l'avant, que les mesures de risque soient mises en place pour gérer ce risque potentiel. Soit respecté. Ouais. Parfait. OK. Dernière question, puis ensuite, je te laisse aller à tes vacances avec ton fils, ta femme, puis tes beaux-parents. Une nouvelle qui vient de sortir de dernière heure, des plaintes contre la gouverneure générale Julie Payette. Les gens... on dit qu'il y a plusieurs de ses employés en communication et dans d'autres secteurs qui sont partis ou ils ont fait des déclarations, mais sous couvert de l'anonymat, parce qu'elle instaurait une atmosphère de terreur. Là. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, c'est Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui devrait intervenir parce qu'elle découle de lui, ou alors c'est la reine. Mais là, on va commencer par lui. Il devrait intervenir, mais ce matin, la nouvelle est sortie. Son bureau dit, comme il n'y a pas eu de plainte, le premier ministre ne va pas intervenir tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, même s'il n'y a pas de plainte, puis qu'il y a plusieurs témoignages? On ne sait pas qui dit vrai. Hein? Il y a toujours 2 côtés à une médaille. Moi, je mets la faute sur personne, mais il y a quand même plusieurs personnes qui sortaient des réunions en pleurant, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que tu en entends parler en chambre? Est-ce que tu en as... Ben non, tu es en vacances, mais est-ce que tu en as entendu parler un petit peu? La dernière fois que je n'en ai entendu parler, c'est en 2018, lorsqu'une histoire similaire a sorti sur la gouverneure générale. Puis, parce que ça fait 2 ans qu'elle est en poste, oui. Oui, c'est ça. Depuis, c'était très peu après que son appointement, sa nomination au poste. OK. Je pense qu'il y a des procédures en place pour que les employés du secteur public qui nous écoutent peut-être peuvent faire soumettre soit leur plainte ou leur mécontentement envers leur employeur. Est-ce que ça a été fait? Je pense que c'est ça peut-être la position du bureau du premier ministre. Moi, je ne vois pas tous ces détails-là. Mais est-ce que les employés se sentent à l'aise de faire
ces plaintes-là. Pas l'impression. Parce que, on parle toujours le fait qu'un employé qui est plus senior peut revenir sur lui ou sur elle avec des mesures de représailles contre la personne. Donc, est-ce que moi, ma question que je poserais, c'est est-ce qu'il y a un environnement qui est propice à faire ces plaintes-là? Et si oui ou non, les employés, est-ce qu'ils l'ont fait? Donc, toutes ces questions-là, je suis pas au courant, mais j'espère que... puis je ne prendrai pas position à savoir s'il y a quelque chose qui a été fait de mal ou pas. J'ai aucune idée, je ne suis pas assez informé pour savoir tous les détails. Je peux juste dire que moi et la gouverneure générale, j'ai eu une très bonne entretien parce qu'on a fait une mission ensemble en Afrique et j'ai eu la chance de discuter avec ces employés qui étaient là. Puis j'ai eu une très bonne... il semblait avoir une très bonne relation de collaboration, mais je ne peux pas parler pour ici. Est-ce que c'est vrai? Mais je me dirais, pour une femme qui est allée en l'espace, pour moi, c'est une femme très terre à terre. Elle ne me semblait pas très stricte, mais ça, je ne suis pas... c'est ça. Tu n'es pas de l'autre côté de la barrière. C'est ça. Mais le premier ministre peut, si elle la demande, par exemple, est-ce que c'est en rapport justement avec elle ou des employés seniors? Donc, normalement, je sais qu'un sous-ministre adjoint qui travaille dans le bureau de la gouverneure générale, le premier ministre, tout ce qu'il fait pour lui, c'est de nominer normalement à la suggestion du greffier de la fonction publique, c'est M. Schubert, à savoir si oui, il doit faire un remaniement de personnel senior et parce qu'il n'y a pas de relation directe avec les employés du gouvernement fédéral. Parce que ça rapporte à au sous-ministre. Non, c'est des employés qui sont dans le bureau et c'est pas que des seniors. C'est ça. C'est pas que des seniors. Côté communication pour Mme Payette, d'autre côté, donc. Écoute, je voulais avoir ton avis, savoir qu'est-ce que le premier ministre allait faire. Pour le moment, tu ne le sais pas. On va voir s'il va réagir à ces plaintes-là. C'est tout ce que je voulais savoir. Je sais que tu n'en sais pas plus. C'est des plaintes à l'anonymat, donc c'est difficile pour moi-même ou quelqu'un de prendre ça et courir avec ça quand il n'y a pas de... Parce qu'il y a un processus formel de faire ça, mais c'est tout l'anonymat en ce moment. OK. Ouais. Parfait. Et Francis, je te remercie infiniment. C'était super intéressant. Donc, on rappelle à tout le monde à la maison que tu es dans Prescott Russell le 28 juillet. Clarence Rocklin, Hawkesbury, Embrun, est-ce qu'on en oublie? Je vais être partout cet été, mais la semaine prochaine... Non, le 28. Oui, le 28, je me concentre à Rocklin. OK, le 28, c'est à Clarence Rocklin. Alors, si les gens vous êtes intéressés de voir, soyez attentifs pour savoir où est-ce qu'il va être, parce qu'il ne sait pas. Tu ne sais pas encore où est-ce que tu vas être. On attend de confirmer l'endroit. OK, parfait. Fait que si vous voulez en savoir plus, vous irez peut-être sur la page Facebook de Francis Drouin, ça va être écrit, l'endroit où tu vas être à Clarence Rocklin. Absolument. OK, parfait. Francis, merci beaucoup. Bon restant de vacances. Puis on se reparle bientôt. Super, je te souhaite de bonnes vacances à toi. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, mesdames et messieurs, comme je disais au début de l'émission, puis je disais à Francis, c'était votre table ronde, votre table web. Je suis en vacances à partir de la semaine prochaine et je serai de retour dans la semaine du 10 août. Alors, je vais penser à vous. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances et j'ai hâte de vous revoir. Au revoir, à bientôt.